Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pencho. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Les actualités politiques, le mandat présidentiel au Sénégal et ailleurs en Afrique, la Guinée, la Côte d'Ivoire entre autres, les prochaines élections locales, la crise dans la magistrature, la crise économique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pencho, face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Semaine de feu dans la sous-région ouest-africaine, violence policière au Nigeria, violence post-électorale en Guinée, violence pré-électorale en Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer? Bonjour Moussa Tine. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. La Guinée, au lendemain donc, de la présidentielle de dimanche dernier, la victoire attribuée à Alpha Condé par la commission électorale. Le président sortant, âgé de 82 ans, va donc rempiler son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, qui ne l'entend pas de cette oreille. Oui, je pense nous sommes un peu dans une situation de feu, comme vous le disiez tout à l'heure, dans toute la sous-région, avec certainement un soutien et une désapprobation totale justement de l'opinion publique africaine et surtout sous-régionale. Non pas pour un soutien à Seydou Dalein Diallo, mais surtout contre un troisième mandat. Je pense qu'il y a dans notre sous-région et même dans la région africaine une aversion totale pour le troisième mandat. C'est vrai maintenant que nous avons tous suivi cette élection-là comme si nous étions Guinéens, comme si demain nous allons être Ivoiriens, comme si nous allons être Béninois, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question des frontières est devenue assez hypothétique. La vérité, c'est que la situation du Guinée n'est pas facile à aborder en public. C'est des questions souvent extrêmement délicates qui pose justement la question de l'achèvement du fait national dans le cadre de la Guinée. Pour le reste, maintenant, je pense que ce qui nous interpelle tous, c'est ce que nous avons été en tant que CEDEAO et ce que la CEDEAO a fait sur place. Malheureusement, ce n'était pas une bonne période pour la CEDEAO pour N raisons. Le Nigeria, comme vous venez de le dire tout à l'heure, est dans une situation d'émeute. La Côte d'Ivoire, qui est aussi un des trains de la CEDEAO, connaît déjà une crise préélectorale. Le Bénin, qui est aussi considéré et affirme un leadership surtout intellectuel et de conception au niveau justement de l'organisation de la CEDEAO, connaît aussi une crise préélectorale et risque aussi d'aller à des élections sans adversaire pour le président en exercice. Le Sénégal est un peu gêné par la question du troisième mandat. Le Mali, n'en parlons pas. Un pays comme le Burkina Faso est un peu neutralisé depuis la question justement des attentats terroristes dans ce pays-là. Donc effectivement, la situation n'était pas assez propice pour la CEDEAO pour prendre ces questions-là en charge. Oui, la communauté internationale de façon générale sur la Guinée, par exemple, la communauté internationale, mais d'abord l'Union africaine et surtout la CEDEAO dont vous parlez, elles n'ont pas été très, très prévenantes sur cette présidentielle guinéenne et tous les risques qu'il y avait autour. Écoutez, il y a quand même un certain nombre d'instruments, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au niveau de la CEDEAO, des instruments qui permettent de s'immiscer justement dans ces questions-là, premièrement, mais aussi des instruments qui ont posé un certain nombre de principes dans le cadre justement de l'organisation des élections, que ce soit la charte africaine pour l'Union africaine ou le protocole additionnel pour la démocratie et la gouvernance pour la CEDEAO. Donc, il y a des instruments qui sont ici et des instruments donc, qui existent. Je pense que c'est plus un problème de contexte qu'un problème d'instrument. Maintenant, la vérité dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, il nous faut revoir encore l'accompagnement que nous faisons des élections. C'est-à-dire que c'est vraiment illusoire de venir se présenter le jour du scrutin et de pouvoir juger justement de la validité et de la transparence d'une élection.
Je pense aujourd'hui qu'il faut mettre un ensemble de mécanismes qui permettent de suivre le processus électoral en amont, de le suivre le jour du scrutin, mais de suivre aussi le processus, la situation post-électorale. La validation, la proclamation des résultats et même l'installation du nouveau président. Et souvent aussi la question de la transition, la protection justement du président sortant. C'est des questions actuelles qui sont aujourd'hui posées sur le continent, qui sont aussi posées sur la sous-région. Aller faire de l'observation le jour du scrutin, ça ne peut permettre que de regarder justement des choses... Écoutez, le résultat final en Guinée, résultat final officiel, Alpha Condé déclaré vainqueur provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Votre conviction personnelle sur ces résultats, la vérité des urnes ou scrutin truqué? La vérité, c'est que nous n'avons pas, nous tous, les outils et les instruments pour juger de la validité ou non de cela. Ce que nous savons, c'est qu'effectivement, les résultats ont été sérieusement contestés par l'opposition, par les observateurs internationaux et autres. Maintenant, la question qui se pose, c'est justement la question de la validité de la candidature du président sortant. Et ce que ça nous enseigne, et ce que ça enseigne à tout le monde, et j'aimerais aussi qu'au Sénégal, qu'on retienne justement cette leçon-là, c'est que le troisième mandat tue. Le troisième mandat tue dans tous les pays. À chaque fois qu'on a appliqué un troisième mandat dans un pays, à chaque fois qu'un candidat a eu la velléité de se présenter pour un troisième mandat, cela a fait des morts. Et ça, c'est la leçon que nous devons retenir. Et justement, là où ça nous interpelle tous, c'est que c'est le citoyen lambda qui va mourir. Il n'y a pas un seul des candidats, il n'y a pas un seul président sortant qui, si demain on lui disait que si vous allez en troisième mandat, vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre vos familles, va se risquer à se présenter à ces élections-là. C'est parce qu'en fait, les uns et les autres savent qu'ils peuvent protéger leurs familles, que leurs familles ne seront pas parmi les victimes, qu'on se risque encore à ce troisième mandat-là. Je pense qu'il faut qu'on stabilise justement cette question-là parce que c'est aujourd'hui la question la plus partagée par les opinions publiques africaines. L'aversion pour le troisième mandat. On n'en veut pas. Il y a une sorte de coalition de toutes les opinions publiques en Afrique contre ce troisième mandat. Je pense qu'il est important d'ailleurs qu'on puisse aujourd'hui trouver un instrument international qui interdise totalement la question du troisième mandat. Que ce ne soit plus une question simplement d'interprétation, dans un certain nombre de pays, ils ont dû écrire « Personne ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie » pour régler totalement cette question-là. Je crois qu'il est important aussi aujourd'hui qu'au niveau sous-régional, qu'au niveau de la CEDEAO, qu'au niveau justement de l'Union africaine, que le principe puisse être posé comme un principe transnational, comme un principe supérieur justement à nos lois internes. On a sur la Guinée toujours, on a comme l'impression que tout le monde ménage Alpha Condé, à commencer par le Sénégal d'ailleurs. On le ménage pour le troisième mandat. C'est-à-dire que c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Un certain nombre justement de gens sont aussi dans ces velléités de se présenter pour un troisième mandat. Le Sénégal est assez gêné justement dans cette affaire-là parce que simplement Alpha Condé a très tôt fait de fermer ses frontières avec le Sénégal. Et ça aussi, ce que ça nous enseigne et ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut qu'on apprenne dans notre diplomatie à être plus discret. Il faut que dans notre diplomatie, qu'on apprenne justement à s'effacer. Il faut que dans notre diplomatie, qu'on apprenne justement à avoir le triomphe modeste. Ce que nous avons fait au niveau de la Gambie, c'était très clair que nous avions un candidat sur place. Ce que nous avons fait aussi au niveau de la Guinée-Bissau, c'était clair aussi que nous avions un candidat sur place. Évidemment, Condé aussi ne pouvait pas prendre le risque d'avoir justement le Sénégal soutenir un de ses candidats. Donc c'est pour ça qu'en réalité, je pense que la leçon que nous devions apprendre au point de vue géostratégique et au point de vue justement de notre diplomatie active, c'est d'apprendre à nous effacer, à faire les choses de façon plus discrète, parce que sinon, effectivement, les gens vont aussi apprendre à se méfier de nous. Ouais. Déjà, sur cette présidentielle guinéenne, après le scrutin, beaucoup de victimes dans des violences, les contestations, les manifestations. Question, curiosité, la Guinée va-t-elle vite sortir de cette situation politique ? Ce que je disais tout à l'heure qu'effectivement, la question guinéenne est très difficile à aborder en public. Écoutez, l'armée guinéenne a été la force de la Guinée et sa faiblesse. C'est-à-dire que nous condamnerons toujours et souvent justement les actes posés par l'armée guinéenne. C'est la seule armée au monde qui a osé tirer sur ces populations en direct dans un stade. Il n'y en a pas un autre. C'est la seule armée qui a osé justement le faire.
Donc l'armée guinéenne, c'est aussi l'institution qui a tenu la Guinée en tant qu'État. C'est pour ça qu'effectivement, c'est souvent difficile d'aborder ces questions-là. Et évidemment, on va vers une crise post-électorale très très longue. Et certainement, la CEDEAO va effectivement devoir aussi se retrouver dans la situation de la Guinée parce que certainement, on va aller vers des questions de médiation, des questions justement de réconciliation nationale. Il s'agira justement de mettre en avant le génie du peuple guinéen, mais aussi d'avoir le soutien de la communauté internationale pour parvenir à dépasser cette crise-là qui va être une crise grave, une crise longue, parce que simplement des gens sont tombés justement sous les balles du fait, pas simplement de l'élection, mais du fait de cette velléité au troisième mandat. L'autre pays, d'ailleurs voisin de la Guinée, la Côte d'Ivoire, est la troisième candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle, scrutin prévu dimanche prochain. Déjà beaucoup de morts dans des violences intercommunautaires. La situation ivoirienne semble d'ailleurs beaucoup plus préoccupante. Alors, il faut juste que les présidents africains apprennent à respecter leurs paroles. C'est-à-dire que c'est exactement la même situation que nous avons dans ces pays-là. Au niveau de la Guinée, Condé avait déjà dit qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, que c'est contre tous ses principes, en tout cas tous les principes pour lesquels il s'est battu. Le président Ouattara aussi, d'ailleurs sur le bulletin de vote lors du dernier référendum, il était bien précisé que ça ne lui donnait pas le droit à un troisième mandat. Il avait présenté un candidat qui est décédé, il se met comme s'il était en obligation justement de se présenter pour un autre mandat. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que cette obligation de respecter la parole donnée. On ne peut pas se lever simplement sous l'ingéniosité d'une interprétation souvent malveillante des constitutions, vouloir établir quelque chose que nous avions rejeté auparavant. C'est ça qui se passe dans ces pays-là. Et dans tous ces pays, effectivement aussi, il faut dire qu'on a bien appris du Sénégal. Regardez ce qui se passe dans ces pays-là. C'est-à-dire que souvent, c'est la réinterprétation de la Constitution. Souvent, c'est le parrainage pour écarter des candidatures. On risque d'avoir un pays où le président va aller à l'élection présidentielle sans candidat. C'est l'instrumentalisation de la justice pour écarter un certain nombre de candidats. On l'a vu effectivement aussi en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons aujourd'hui plus travailler sur l'éthique institutionnelle, l'éthique politique, que justement sur les simples mécanismes juridiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans tous les pays où ça a été appliqué, ça a été expérimenté, sauf dans le cadre de la Guinée, d'abord le président ne passe pas, ne finit pas par passer, premièrement. Deuxièmement, s'il passait, il va avoir une présidence extrêmement difficile. Et troisièmement, et c'est ça le comble, c'est que le troisième mandat a tué nos compatriotes dans tous les pays où ça a été expérimenté. Ouais, Alpha Condé va vraisemblablement faire son troisième mandat à 82 ans. Et il va passer. Si Alassane Ouattara passe aussi pour un troisième mandat, cela va-t-il inspirer d'autres chefs d'État? Vous semblez déjà aborder le thème. Cela va-t-il inspirer d'autres chefs d'État au Sénégal, par exemple? Vous le pensez vraiment? J'espère vraiment que le président Macky Sall laisse encore le suspense sur la question du troisième mandat, juste pour peut-être à la dernière minute annoncer qu'il ne le sera pas, qu'il ne va pas se présenter et être une sorte de vedette politique. J'espère juste que c'est ça le jeu derrière. S'il se présentait pour un troisième mandat, ce serait la mort éthique de toute la classe politique sénégalaise. D'abord, nous avons perdu beaucoup de crédibilité. Les Sénégalais ne croient plus à la parole politique. Aussi bien dans les discussions que même dans les chahuts populaires, on présente le politicien comme le menteur, comme celui-là pour qui justement la parole ne vaut absolument rien. Alors, donc se présenter à un troisième mandat, c'est justement créer ce décalage, en tout cas en termes de crédibilité, entre les populations sénégalaises et la classe dirigeante, la classe politique. C'est comme si on disait et on admettait, on stabilisait définitivement que justement en politique, la parole ne vaut absolument rien. Qu'on peut la donner, la retirer demain, on peut prendre telle position aujourd'hui, changer demain. Regardez les positions que nous avons tous eues sur la question du troisième mandat. On l'avait revuté à Abdou Diouf, il est parti, Abdoulaye Wade est venu, a voulu faire un troisième mandat, on l'a combattu, nous autres et Macky Sall. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui a les velléités de se présenter. En tout cas, tout laisse à croire qu'il va se présenter pour un troisième mandat. Tous ceux qui se sont prononcés contre son troisième mandat ont été déchus de leur fonction. Je me demande d'ailleurs si la première victime de cela n'a pas été Ismaïla Madior Fall. Je me pose vraiment la question. Qui n'a pas été reconduit. Qui n'a pas été reconduit au gouvernement parce qu'il avait vraiment des positions tranchées sur la question justement du troisième mandat.
Donc, tout laisse croire que le président de la République actuel, en tout cas, a des velléités de se présenter pour un troisième mandat. Dans tout le discours officiel qu'il a fourni avant d'être élu au deuxième en 2019, il a dit clairement que la Constitution lui interdisait de se présenter à un troisième mandat. Il a même dit à un certain moment que du Libye raka la raka bu njëkk bi juróom ñaari kabar la ñaareelu raka bi juróomi kabar la bu paree salaamaaleykum moo ci tegu. Ça, il l'a dit. Il a dit très clairement. Ismaïla Madior Fall a dit même que ceux qui écartaient la plume du président de la République, que ceux qui se présentaient disaient que le candidat, que Macky Sall avait le droit à un troisième mandat, n'avaient pas bien lu la Constitution. Donc je pense que pour faire passer la réforme constitutionnelle de 2016, il a été dit clairement, et les Sénégalais sont allés voter sur cette base-là, il a été dit clairement que le président de la République, Macky Sall, ne pouvait pas se présenter à un troisième mandat. C'est clair, c'est acté, c'est définitivement Vous acté. êtes juriste, Moussa Tine, vous êtes juriste. La Constitution sénégalaise n'a-t-elle pas quand même laissé une brèche pour Macky Sall qui lui permettrait de se représenter? Alors non, je pense que c'est faux. Écoutez, la question de cette brèche a été posée lors de la campagne référendaire et du vote référendaire. Les juristes, notamment les universitaires, avaient pris soin de prendre la parole et d'attirer l'attention du président de la République sur la nécessité de mettre dans la Constitution des dispositions transitoires qui faisaient rétroagir la question du mandat. Le président a répondu lui-même. Il dit « Je ne vois pas l'utilité du débat. Que la Constitution telle que c'est rédigée l'empêchait déjà d'être candidat à un troisième mandat. » Des déclarations personnelles politiques qui ne règlent pas le problème quand on regarde le texte. Alors, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent cela, pour la raison bien simple. C'est quoi la raison? La raison, c'est que lorsque, en droit, on veut faire l'interprétation d'un texte, lorsque la signification du texte n'est pas aussi claire que cela, qu'est-ce qu'on fait? On s'emploie à aller voir c'était quoi la volonté du législateur, dans notre cas de figure du conscient, au moment de la rédaction du texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir ce que les rédacteurs du texte ont voulu dire à travers une telle ou telle autre disposition. C'est ça qu'on appelle faire l'exégèse d'un texte, qui est une technique d'interprétation juridique. Quel est le sens du texte en recherchant la volonté du législateur? Donc ici, le discours de Macky Sall, qui a été l'inspirateur de la Constitution, il le dit d'ailleurs dans une des vidéos, c'est moi qui ai initié cette Constitution-là. Et j'ai demandé qu'on écrive la Constitution sous telle forme. Premièrement. Deuxièmement, il a un rédacteur, celui qui a conduit les travaux, qui est le ministre de la Justice, en son temps. Troisièmement, le secrétariat général du gouvernement. Quatrièmement, tout le discours de campagne. Donc, dans tous ces discours-là, il est clair qu'on a entendu par la disposition « nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs », on a entendu en fait une disposition permanente qui rétroagissait et qui concernait le président Macky Sall lui-même. Les très réputés professeurs de droit, Babacar Gueye et Jacques Ariel Zouanke, ont dit le contraire, que les dispositions actuelles permettent à Macky Sall de se présenter pour une 3e fois à la présidentielle. Je contextualise ce qu'ils ont dit. Ils ont attiré l'attention du président Macky Sall en lui disant, Monsieur le Président, si vous voulez que cette disposition s'applique à vous et rétroagisse, vous devez mettre des dispositions transitoires. Le président Macky Sall a dit, non, non, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est moi qui l'ai fait rédiger et dans cette disposition-là, j'entendais déjà faire rétroagir la disposition sur moi. À partir de ce moment-là, à mon avis, le débat, il est réglé. Parce que la question se pose de savoir si la disposition rétroagit ou non. Est-ce que la disposition, celui qui a rédigé la disposition, entendait la faire rétroagir sur l'actuel mandat ou non? Clair. Donc à ce niveau-là, le débat ne se pose plus puisque celui qui a inspiré le texte et celui qui l'a écrit ont dit clairement que ces dispositions-là entendaient couvrir le mandat, le premier mandat. Ce sont des postures politiques. Que Macky Sall déclare que la Constitution actuelle ne me permet pas, ça ne signifie rien sur le plan juridique. Et justement, la matière, qu'est-ce qui prime, le juridique ou le politique, sur des questions comme celle-là? C'est tout un débat entre juristes. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément politique. Ce que je vous ai dit auparavant était politique. Je considère aujourd'hui que du point de vue éthique, du point de vue de la moralité, du point de vue de la parole donnée, le président Macky Sall doit au Sénégal, aux générations actuelles, aux générations futures, de respecter la parole qu'il avait donnée. Clair. Maintenant, au point de vue juridique,
le discours officiel qui a été servi par les rédacteurs de la Constitution entre dans l'interprétation du texte juridique lui-même. Si demain, vous allez au tribunal, il y a une loi pénale qu'on veut appliquer. Le juge ne sait pas ce que voulait dire cette loi pénale, ce que le législateur voulait dire à travers une disposition précise. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont à l'Assemblée nationale. Ils regardent les travaux préparatoires à la loi. Ils regardent ce que le législateur a voulu dire à travers cette disposition. C'est comme ça. Je dis ça, c'est une interprétation juridique connue de tous les juristes. Dans notre cas de figure, c'est la même chose qui se pose. Nous avons une disposition. La question est de savoir si ceux qui ont mis cette disposition-là en place entendaient la faire rétroagir sur le mandat de Macky Sall. C'est ça la question. Macky Sall qui a inspiré la Constitution dit oui. Et si nous avons tort sur le cas de Macky Sall... Aux yeux des juges du Conseil constitutionnel, cette parole de Macky Sall ne va pas peser sur la balance. Tout dépend de ce que le juge, de l'angle d'interprétation du juge. Maintenant, ce qu'il y a à retenir aussi et qu'il faut dire, c'est que si Macky Sall a raison sur ça, c'est que Wade aussi avait raison en 2012. C'est ce que le Conseil constitutionnel avait dit. Il donnait raison à Wade. Dans les deux cas de figure, nous ne sommes pas dans les deux cas de figure, nous ne sommes pas dans des situations identiques. Mais dans le cas de Wade aussi, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on a sorti ici, c'est moi-même qui étais venu ici, qui en avait parlé, et RFM avait sorti justement cela, l'audio de Abdoulaye Wade, qui dit, écoute, de toutes les façons, la Constitution m'interdit de me présenter à un troisième mandat. Et on a utilisé cela, on a dit au Conseil constitutionnel, moi-même j'avais fait une lettre au Conseil constitutionnel, je n'avais pas le droit de le saisir, mais j'avais fait une lettre au Conseil constitutionnel pour l'informer officiellement de ce discours de Abdoulaye Wade, en disant au Conseil constitutionnel, écoutez, vous ne pouvez pas faire comme si le texte de la Constitution suffisait, vous avez aujourd'hui un contentieux d'interprétation de la Constitution, je vous en donne les éléments, je vous donne des éléments d'interprétation. Et sur cette base, nous avons combattu. Nous avons combattu le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu combien? Nous avons eu 9 morts au Sénégal. 9 personnes. Aujourd'hui, on ne parle que de Mamadou Diop de Mbour, l'étudiant, mais nous avons eu 8 autres personnes qui sont décédées à cause justement de cette question du troisième mandat. Est-ce que nous devons aujourd'hui pousser le Conseil constitutionnel à jouer ce rôle de pacification et de prise en compte des questions éthiques dans l'interprétation de la Constitution, ou est-ce que nous devons encore tomber, comme ça se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme ça se fait aujourd'hui aussi en Guinée, avoir un Conseil constitutionnel passif qui s'en lave les mains et qui laisse justement la question se régler par la confrontation de rue. Et on sait, je l'ai dit tout à l'heure, le troisième mandat va tuer. Dans tous les pays où on l'a essayé, des gens sont morts, des jeunes sont morts, des jeunes à la fleur de l'âge, des gens souvent qui n'avaient rien à faire cela, souvent des gens sont morts aussi hasardeusement, tout à fait hasardeusement, parce que simplement ils se trouvaient au mauvais endroit, et au mauvais moment et au mauvais endroit. Et si on dressait un tableau comparatif des différents bilans démocratiques des 4 présidents de la République que le Sénégal a connus, le patrimoine démocratique de Macky Sall, chef de l'État, il est quoi pour vous? Je pense que ça fait partie des questions qui doivent interpeller le président Macky Sall. Abdou Diouf était là. Abdou Diouf nous a laissé le multipartisme intégral, le pluralisme médiatique, l'ONEL, le code consensuel de 92, le médiateur de la République, la régulation de l'audiovisuel, l'accès à l'opposition à tel. Abdoulaye Wade est venu, en dehors justement lui-même de son engagement personnel pour les questions démocratiques, faire en sorte que ce code existe, qu'il y ait l'isoloir, qu'il y ait un fichier électoral, qu'il y ait un organe de régulation. Il a aussi poussé encore la démocratie en réformant l'organe de contrôle de l'audiovisuel, en amenant aussi la Sénat à la place de l'ONEL. Donc, il y a eu justement une courbe ascendante d'évolution, en tout cas en termes de quête démocratique. Alors, la question qui se pose, c'est que maintenant, qu'est-ce que Macky Sall nous a laissé? Si vous regardez le bilan de Macky Sall, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il nous a laissé en définitive? Et la réponse s'impose, rien. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, il n'y a eu aucune réforme majeure sur le champ démocratique et sur les quêtes justement démocratiques. La seule chose qu'il a réussi, et qui fait recette d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'ingéniosité personnelle, c'est-à-dire la capacité à organiser, à obtenir une démocratie sans adversaire.
se battent toujours pour ne pas avoir d'adversaire, soit par l'instrumentalisation de la justice, soit par le parrainage qui a été aussi utilisé dans d'autres pays, ou simplement en parvenant à casser aujourd'hui toutes les organisations démocratiques et politiques que nous avons dans notre pays. Il n'y a pas un seul parti politique principalement. Oui, l'opposition principalement. Vous avez aujourd'hui, tous les partis sont devenus deux. Vous reconnaissez que Macky Sall, il a réussi à casser l'opposition? Il a réussi à briser toutes les structures démocratiques que nous avons dans notre pays. Il n'y a pas aujourd'hui un seul parti, une seule organisation de la société civile représentative qui n'ait pas connu une dissidence interne. Il n'y en a pas. Vous avez 2 AFP, 2 PIT, 2 telles, 2 organisations telles, 2 tout. Tous les partis, toutes les organisations ont pu, par justement son ingéniosité, se casser exactement à 2. Alors que ça, c'est extrêmement dangereux dans une démocratie. Dans la démocratie, l'opposition, elle est importante, elle est même garante justement du pouvoir. Elle apporte une garantie de stabilité. Regardez la relation entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Plusieurs fois, Abdou Diouf est parvenu à mettre Abdoulaye Wade en prison, à le faire juger, à le faire condamner, et souvent Abdoulaye Wade devait perdre ses droits civiques. Abdoulaye Wade lui-même le savait, il disait « Attention, je gère les mécontents ». Et à chaque fois, Diouf a tenu à réhabiliter Abdoulaye Wade, à le ramener dans le jeu politique, parce qu'il sait qu'en temps de tension, vous avez besoin, lorsque vous êtes au pouvoir, de pouvoir identifier votre adversaire, à pouvoir discuter avec lui pour aller vers la décrispation. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. C'est ça qu'il ne réussit pas à faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette intelligence-là du pouvoir. C'est une intelligence du pouvoir que de savoir que vous avez besoin d'avoir une opposition dynamique, identifiable et connue. Regardez, on est en train de travailler sur le statut de l'opposition et de son chef de file. Ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas simplement ça. Je vous donne un exemple. C'est déjà un pilier juridique pour discuter avec une opposition. C'était déjà dans la Constitution. C'est-à-dire que ce n'est pas le texte seulement, c'est une pratique politique, c'est une intelligence politique, c'est une subtilité politique de pouvoir travailler à avoir une opposition identifiable et identifiée. Lorsque Diouf traverse en 88 toute la crise de 88, année blanche, état de siège, état d'urgence et autres, pour aller vers la décrispation en 91, il fait un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Abdoulaye Wade vient, il y a d'abord eu la tentative de table ronde, ensuite c'est le gouvernement de majorité présidentielle élargie. Et on est vers la pacification. Quand on dépasse aussi la crise de 93, il y a eu justement les policiers, l'histoire des policiers, il y a eu l'assassinat du juge Babacar Seye et autres. Mais on comprend qu'il faut, le PDS se retrouve en prison, c'est Diouf qui les fait sortir, qui discute avec eux, qui négocie, et on remet encore un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Parce que simplement, on a compris qu'il faut cette opposition. À chaque fois qu'on l'a pu identifier, on a pu discuter avec elle et parvenir à stabiliser encore le pays. Aujourd'hui, posons-nous une question. Si demain nous avons des émeutes dans les rues de Dakar, avec qui on va discuter? Y en a marre, Frappe et autres. Parce que c'est aujourd'hui, dans le cadre justement... Il y a Ousmane Sonko, hein? Oui, certainement. Mais majoritairement... Vous lui concédez qu'il a occupé cet espace vraisemblablement vide qui était réservé à l'opposition dans le champ politique. Non, pas du tout. Ce que nous ressentons tous aujourd'hui, et ça nous interpelle tous en tant que nous sommes politiques, que ce soit moi, que ce soit tous les autres leaders politiques, c'est que l'animation politique, la manifestation politique n'est pas aujourd'hui dans le champ des partis politiques. Il est dans le champ des organisations nouvellement émergentes dans l'arène politique. C'est Y'en a marre, c'est Frappe, c'est ces organisations-là qu'on voit. Toutes les manifestations ont été organisées par ces organisations-là. Vous minimisez le PASTEF et Ousmane Sonko? Je parle de manifestations organisées, je parle de manifestations, de marches, de meetings, de manifestations de rue. Vous appelez des gens à vous mobiliser contre telle ou telle autre chose. Regardez, aujourd'hui, toutes les questions de consommation qui se sont posées, ce n'est pas des organisations de la société politique, ça ne s'est pas joué à l'Assemblée nationale, ce n'est pas des questions orales à l'Assemblée nationale, c'est Y'en a marre qui a porté le débat et qui a été reçu par le directeur général de Sonatel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques ont laissé cet espace-là à des organisations émergentes. Ouais, et ça nous interpelle, j'en suis pas fier. Vous êtes tous léthargiques. L'exemple d'Idrissa Seck, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, Idrissa Seck, alors trop silencieux. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Vous avez été des collaborateurs politiques. Deals et compromissions avec le pouvoir, comme le soupçonnent certains. Vous avez les mêmes suspicions?
Pas du tout. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui la valeur qu'il va falloir donner à ce silence du décès parce qu'il se tait, mais on parle tout le temps de lui. Donc il est absent, mais il est présent parce que simplement son silence justement l'interpelle. Je crois qu'il y a eu quand même à un certain moment un besoin pour la classe politique de mettre un peu les populations aussi devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe là au Sénégal, les gens l'avaient dit, répété, interpellé et mis les populations devant leurs responsabilités. C'est-à-dire aussi que souvent, c'est trop facile de rechercher simplement la responsabilité du personnel politique. Nous avons aussi une autre responsabilité qui doit aujourd'hui être visée, c'est la responsabilité de nos concitoyens sénégalais. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous n'avez pas d'eau, vous avez encore des problèmes de coût de la vie, vous avez encore des problèmes d'inondation. On vous met en place un TR de 1000 milliards qui ne marche toujours pas. On vous met une ville d'Amniadio, vous ne savez pas ce qu'il y a. On achète des véhicules à 1 milliard, tout le monde le sait. Le jour du scrutin, on vous donne un t-shirt et 2000 francs, vous acceptez de voter pour le régime en place. Nous devons aujourd'hui aussi travailler à interpeller les Sénégalais sur leurs responsabilités. La question électorale et la question de la performance du régime politique dépend aussi de la capacité de chaque citoyen à pouvoir appliquer une sanction objective à la politique qui a été menée. Malheureusement, à ce niveau-là, nous sommes aussi défaillants au Sénégal. On ne sait pas pourquoi il y a un mythe du t-shirt. Aujourd'hui, vous êtes capable, un homme politique est capable de mobiliser n'importe quel Sénégalais sur la base d'un t-shirt. Vous voulez aujourd'hui faire un meeting à 1 million de personnes, acheter 1 million de t-shirts. Les Sénégalais vont s'arracher les t-shirts. On ne sait pas pourquoi. Alors, on oublie qu'après les élections, il y a autre chose qui va arriver. Tout ce qui a été fait durant les élections, regardez aujourd'hui le Sénégal. Regardez le Sénégal au point de vue économique. Il n'y a aujourd'hui aucun grand chantier qui est en cours. Aucun grand chantier qui est en cours. Parce que notre capacité de dépense, notre capacité de dégager des ressources, nous l'avons épuisée simplement pour gagner une élection présidentielle. Il y a un autre homme politique, pas n'importe lequel, dans les rangs de l'opposition, il s'appelle Khalifa Sall, qu'on n'entend presque pas depuis 40 mois, du fait de ses déboires judiciaires, son emprisonnement dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Votre ancien collaborateur à la mairie de Dakar, collaborateur politique toujours peut-être, vous lui voyez quel avenir? Peut-il rebondir, Khalifa Sall? Alors, je pense même que le verbe ne s'y est pas. C'est quand même quelqu'un qui est aussi dans les calculs et largement pris en compte par l'opinion. C'est pour ça d'ailleurs que la question se pose le concernant. Tout le monde se pose cette question-là parce que les gens savent et considèrent qu'effectivement c'est quelqu'un qui a un avenir politique certain et c'est quelqu'un effectivement sur qui le pays peut compter. Je pense que son passage à la mairie de Dakar, ce qu'il a fait en termes d'innovation, ce qu'il a fait en termes de développement urbain, ce qu'il a fait en termes même de révolution dans la gestion de la chose locale, on finit de convaincre les Sénégalais que c'est quelqu'un qui pouvait certainement apporter quelque chose à notre pays. Tout ce qu'il a initié d'ailleurs au niveau de la ville de Dakar a été repris par l'État. Les volontaires de la ville de Dakar, c'est les ASP. Les encombrements, on a créé un ministère d'ailleurs pour les encombrements. Il parle de pavage, l'État parle aussi aujourd'hui de pavage. Aménagement urbain, l'État parle de l'aménagement urbain. Aller sur le marché financier, pour que l'État le fait exactement la même chose. Valoriser le patrimoine de la ville en tant qu'institution publique, l'État aussi effectivement a essayé de faire quelque chose. Donc il a des idées novatrices pour nous amener vers l'autre Sénégal que nous attendons. Il a aussi montré qu'il avait justement cet esprit démocratique, cette capacité à dépasser les choses, à incarner à la fois l'autorité, mais aussi à avoir la bonne intelligence justement de l'environnement démocratique. Il est resté à la ville de Dakar pendant 9 ans, sa coalition est restée intacte. Tout le monde s'y est retrouvé, il n'y a pas de dissidence, il y a eu une gestion participative au niveau de la ville de Dakar, il a fait sa déclaration de patrimoine et autres. Donc je pense qu'il a laissé quand même quelque chose et il a laissé beaucoup aux Sénégalais. Alors, aujourd'hui, vous interrogez tous les juristes, ils vous diront qu'il a la possibilité de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. Ce qui s'est passé d'ailleurs réellement en Côte d'Ivoire... Ces droits civils restent intacts en 2024. Absolument, parce que simplement il a été condamné, que ce soit lui d'ailleurs ou que ce soit Karim Wade. Je pense que d'ailleurs Karim Wade a toujours eu
la possibilité de se présenter à une élection. C'était clair, c'était dans la décision de la justice. Le juge avait refusé expressément de remettre en cause ses droits politiques et civiques. C'était clair, c'était dans la décision. Dans le cadre de Khalifa Sall aussi, c'est exactement la même chose. Rien ne l'empêche en 2024 de pouvoir se représenter et de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il faut juste encore compter sur nos juges, sur justement notre instrument judiciaire pour que les droits des uns et des autres soient préservés. Et heureusement d'ailleurs, et c'est ça qui est nouveau, que l'Union africaine, dans le cadre de l'affaire Guillaume Soro, a donné une décision on ne peut plus claire sur l'histoire et sur les velléités d'écarter justement des candidatures. La protection du droit de participation de tous ces citoyens à une élection présidentielle. Ça ouvre des perspectives pour les uns et pour les autres. Ce que moi je défends, c'est que lorsque nous sommes dans une démocratie, il faut que l'esprit de confrontation soit préservé. Il faut que chacun, que les uns et les autres qui veulent se présenter à une élection aient la possibilité de se présenter à une élection. Ce que l'Union africaine, ce que les magistrats aujourd'hui au niveau du continent appellent le droit de participation. Et c'est ça qu'il faut préserver. Je ne veux pas que par une ingéniosité personnelle ou par justement des instrumentalisations qu'on puisse aujourd'hui arriver à ce que j'appelais tout à l'heure une démocratie sans adversaire, parvenir à neutraliser des candidats qui ont un rôle à jouer. Vous êtes président de la République, il faut accepter la confrontation. En démocratie, un adversaire, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente contre vous que vous allez considérer que vous êtes un ennemi et que vous pensez qu'il faut l'envoyer à Rebus. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide de se présenter contre vous que vous décidez de l'envoyer dans les pays du Golfe et en lui promettant d'ailleurs de le mettre en prison si demain il acceptait de revenir ou qu'il verse en fait les milliards qu'il doit à l'État du Sénégal. Il n'y a pas un plus grand scandale que ça. Vous me devez 134 milliards. Vous les prenez tant que vous êtes à l'étranger, mais si vous revenez au pays, vous payez les 134 milliards, vous allez en prison. Je pense d'ailleurs que c'est un discours absolument irresponsable. Ça doit être payé, non, aussi? Vous êtes très à cheval sur les textes. En tout cas, si ce qu'on aurait dû entendre d'un président de la République, c'est en fait qu'il pose d'ailleurs des actes pour que cette personne revienne au Sénégal et paye les 134 milliards. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit non, restez dehors. Tant que vous êtes là-bas, je vous laisse en paix. Ne vous amusez pas à venir au Sénégal parce que je n'ai pas besoin des 134 milliards. Notre budget n'a pas besoin de cet argent-là. Si tant est qu'il le doit, je ne sais pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en voulons pas. Gardez votre argent, restez dehors. Ne venez pas ici perturber ma candidature et mon plan de carrière politique. Mais si vous vous amusez à venir ici, vous allez en prison ou vous payez les 134 milliards. Je dis que c'est un discours absolument incohérent. Nous en avons besoin pour lutter contre les inondations. Nous en avons besoin pour mettre les politiques sociales en cours. Nous en avons besoin pour faire autant d'hôpitaux. Nous en avons besoin parce que simplement, on s'est rendu compte avec l'histoire du corona que nous n'avions pas un bon plateau technique, un bon plateau médical au Sénégal. Nous avons donc besoin de renforcer ce plateau médical-là. Oui. Je dis bien toujours, si tant est que Karim Wade nous doit effectivement cet argent-là. Vous parlez des politiques sociales de l'État. Votre commentaire sur le phénomène de l'immigration clandestine qui revient au devant de la scène cette fin de semaine encore, des dizaines et des dizaines de Sénégalais interceptés en mer et qui prenaient la route via pirogue, la route de l'Europe. Alors, c'est à ce niveau-là que nous se pose encore pour nous la question des priorisations en politique publique. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 4 ans? Qu'est-ce que nous avons fait pendant 5 ans? Qu'est-ce que nous avons fait pendant 6 ans, 7 ans? Écoutez, le fait juste de dire que le budget est parti de 500 milliards à 5 000 milliards, ce n'est pas un critère de performance économique. D'ailleurs, pour les libéraux, le budget doit être le plus bas possible. Parce qu'à chaque fois que vous avez dit que vous avez augmenté votre budget, c'est que vous avez pris aussi des taxes. Et quand vous prenez des taxes, ce que vous neutralisez, c'est la capacité d'investissement des entreprises. C'est ça la vérité. En Angleterre, la première fois qu'on a atteint le budget à 1 milliard, le ministre de l'économie et des finances disait au Parlement, regardez bien ce milliard parce que vous ne le reverrez plus jamais. Pour dire qu'au fond, la question de dire j'ai 5 000 milliards au lieu de 4 000, 3 000 milliards au lieu de tel, ce n'est pas un critère de performance économique. Ça ne veut absolument rien dire. Vous allez aujourd'hui voir le patronat, ils vont vous dire oui, mais ils nous ont pris tout notre argent. La question se pose d'ailleurs de savoir est-ce qu'il vaut mieux que l'État prenne ça ou est-ce qu'il faut prendre le moins d'impôts possible de sorte à pouvoir permettre à RFM, par exemple, de recruter d'autres personnes, de créer justement de la richesse, de distribuer de l'argent aux ménages et autres. Voilà donc la question. Donc, apparemment,
nous ne sommes pas dans la performance économique. Pour une raison bien simple. Regardez ce que nous avons eu comme inondation. Regardez aujourd'hui le problème qui se pose pour les nouveaux bacheliers. Regardez ce que nous avons comme, en termes de débouchés. Regardez le problème du chômage et du sous-emploi. On n'en parle pas. C'est très facile de dire non, ce n'est pas le taux du chômage. Oui, mais chômage et sous-emploi, ça dépasse largement cela. Regardez le nombre de faux métiers que vous avez au Sénégal. Toutes les personnes que vous trouvez à l'aéroport qui vont vous aider à trouver un chariot, tous qui sont dans le stationnement à Dakar, tous qui sont telle et telle autre chose, qui n'ont pas de métier, qui se débrouillent simplement. Regardez aujourd'hui justement ce que vous mettez sur la table. La question encore de Barça et Barça, on pensait que c'était dépassé. C'est que les jeunes n'ont plus d'espoir, les jeunes n'ont plus de perspective. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne voient pas les choses se bouger, il n'y a absolument rien. La situation, elle est encore plus difficile en Europe, mais au moins en Europe, c'est ça le problème qui change. Donc ces gens, ils n'ont pas de perspective. Et n'ayant pas d'espoir, ils préfèrent aller tenter justement les vagues des océans et se retrouver souvent dans des situations encore plus délicates que celles qu'ils avaient ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez quoi pour endiguer le phénomène de l'immigration clandestine? Des politiques publiques d'abord rationnelles. Les politiques publiques rationnelles, c'est de travailler d'abord à donner à chaque Sénégalais un métier. Il y a des choses que nous devons aujourd'hui apprendre à éviter. Nous ne pouvons pas continuer à mettre 10 000 personnes au département anglais en fac droit ou dans les universités, sachant qu'au bout de 2 ans, ces gens vont cartoucher et se retrouver dans la rue. Il nous faut travailler à mettre en place des écoles de métiers, former des mécaniciens. Aujourd'hui, vous avez une voiture en panne. Si vous n'allez pas... on a vu des initiatives de l'État comme ça, pourtant. Quelques rares, c'est encore timide. J'ai vu l'école des métiers du bâtiment à Diamniadio. Je pense que c'est une bonne initiative. Il faut multiplier les initiatives comme ça. Vous allez aujourd'hui, vous avez une voiture électronique qui est en panne, vous n'avez personne pour vous réparer ça. Si vous n'allez pas chez le concessionnaire qui va lourdement vous taxer, vous ne trouverez pas ici sur place un spécialiste de ça. Il y en a quelques rares. C'est un métier qu'on peut explorer. Aujourd'hui, on parle justement des industries musicales, de telle et telle autre chose. Quelle est l'école ici au Sénégal qui apprend quelqu'un à apprendre un son? Où est-ce qu'on forme ça? Avec tout ce que nous faisons comme école de la mode. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui avec les tailleurs sénégalais. Où est-ce qu'on apprend tout cela? Où est-ce qu'on apprend à être électricien, à être plombier, à être tel, en dehors de la coopération avec l'Inde, avec le Japon et autres? Nous devons travailler à faire cela. Si on y parvenait, comme disait d'ailleurs une fois le professeur Serigne Diop, si on y parvenait, même si l'État ne parvient pas à former ces gens vont pouvoir s'investir dans le privé et gagner justement leur pain. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut arrêter les dépenses de prestige. Acheter une voiture à 1 milliard de francs qui finit par prendre feu. Acheter justement un certain nombre de véhicules pour telle ou telle autre institution. Travailler à mettre justement tel ou tel autre bâtiment ici et là. Je pense qu'il y a d'autres priorités qui peuvent à la fois aider à changer le quotidien des Sénégalais, premièrement, mais deuxièmement aussi donner du métier et du travail à un certain nombre de gens. Toute la question, c'est de voir comment faire pour distribuer de l'argent à des ménages, pas sous forme de bourse familiale. La bourse familiale est une conception paresseuse du développement. Il faut parvenir à donner des métiers et à donner un travail rémunéré à nos jeunes, aux gens qui aspirent à trouver de l'emploi, qui ont un métier ou qui ne l'ont pas, qu'on puisse effectivement les former et les mettre sur le marché du travail et les amener à performer. Moussa Tine, on va terminer cette émission par votre positionnement personnel dans l'espace politique et vos ambitions personnelles. La prochaine compétition électorale, ce sont les élections territoriales. Les municipales, par exemple, à Thiès, votre ville d'origine? J'entends participer à l'élection à Thiès. Toutes ces années, parce qu'il y avait des amis qui y étaient, je n'ai pas voulu gêner, ils le savent d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller m'investir à Thiès. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu glaner comme expérience en termes de gestion urbaine, en termes d'intelligence territoriale, en termes justement de programmes politiques locaux. Je pense qu'il est temps que j'apporte justement ma pierre à l'édifice. Je n'y vais pas pour compétir, j'y vais pour participer. Je considère qu'il est possible d'avoir l'ambition de faire de Thiès une ville verte. Elle est déjà verte par ses nombreux arbres, par le boisement qu'il y a sur place. Je pense qu'il y a aujourd'hui la possibilité de renforcer Thiès en tant que ville verte, mais aussi d'y mener des politiques. Vous serez candidat à la mairie? Inch'Allah, je ferai le combat de la bataille de Thiès.
En tout cas, j'en ai la ferme volonté, j'en ai aussi l'ambition. Vous êtes candidat à cette mairie dirigée par votre ancien camarade Talla Sylla, avec qui vous avez fondé le Jëf-Jël d'ailleurs. Tout le problème est dans ancien. Voilà, c'est effectivement ça. Il a fait, je pense, un mandat avec l'aide et l'appui de Idrissa Seck. Il n'a pas été candidat personnel, il a été candidat maire parce que Idrissa Seck a voulu qu'il soit maire. Il a fait 5 ans, il a un bilan à présenter. Il a le droit de présenter ce bilan-là. Il a le droit de briguer encore les suffrages des Sénégalais. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un droit de participation de tous. Je pense que c'est aussi son fief à Thiès, il va aussi se représenter à Thiès. Il y a des maires de communes à Thiès aussi qui ont aussi un bilan à défendre et une velléité justement à se représenter. Tout cela, mais je considère que j'ai aussi ma partition à jouer et je ferai au Thiessois une proposition de programme de Thiès Ville Verte. Alors, est-ce que vous allez compter sur cette force électorale d'Idrissa Seck? Vous comptez sur lui? Vous lui demandez de vous soutenir pour gagner la mairie? Nous sommes encore tous et ensemble justement dans le cadre d'une coalition qui nous a permis d'aller à la présidentielle, qui nous a aussi permis d'aller aux législatives ensemble. Certainement, les discussions vont effectivement aussi être menées à ce niveau-là pour voir dans quelle mesure ensemble on peut créer une synergie au service des Thiès, au service des Thiessois. Parce qu'en réalité, le problème ne se pose pas en termes de plan de carrière politique. Je dis souvent d'ailleurs qu'en démocratie, il n'y a pas de plan de carrière politique. Ce qu'il nous faut tous, les uns et les autres, c'est voir comment servir. La politique, tant qu'on n'en a pas, nous n'en avons pas une conception sacerdotale, c'est-à-dire servir, être au service des populations, apporter ce que de mieux nous pouvons apporter à nos concitoyens, nous n'irons pas vers l'émergence. Et je crois donc que c'est une bonne opportunité pour nous tous de faire de nouvelles propositions aux Thiessois et de travailler à faire émerger cette ville qui a énormément de potentialité et qui a été précurseur dans beaucoup de domaines. Votre génération, elle en redemande, elle n'a pas réussi à faire changer le personnel politique. Vous partagez toujours cet espace avec les vieux briscards qui ne se laissent pas faire. Oui, c'est surtout, d'ailleurs, le problème que nous avons, c'est surtout en termes de génération d'idées. Ce n'est pas simplement une affaire d'âge. On peut trouver des gens qui ont un âge élevé, mais qui ont une bonne intelligence des enjeux modernes et des défis modernes. Le président Mandela n'était pas si jeune que ça. Et vraiment, il a incarné toutes les nouvelles idées. Est-ce que ce n'est pas un faux débat, l'histoire de l'alternance générationnelle? Les deux candidats à la présidentielle américaine, une grande démocratie. Oui, les États-Unis, les deux candidats à la présidentielle sont des personnes âgées. En termes d'âge, oui. Si on le pose simplement en termes d'âge, c'est-à-dire tel à 82 ans, tel âge, oui, c'est un débat, c'est un faux débat. Mais si on en parle en termes de génération d'idées, oui, il en faut. Regardez aujourd'hui l'exemple que je donne souvent. Il n'y a pas quelqu'un qui incarne mieux ces nouvelles idées de gouvernance que l'actuel président ghanéen. En termes de rupture politique. Et ça, d'ailleurs, c'est tous les pays anglophones. C'est les pays francophones de l'Afrique occidentale qui sont à la traîne. Mais aujourd'hui, les révolutions qui sont attendues en termes de gouvernance, en termes de perception et de conception de la démocratie, de l'état de droit, c'est des choses qui aujourd'hui qui sont totalement stabilisées dans les pays anglophones. Les seuls rares pays francophones qui font exception, par exemple, c'est un pays comme le Cap-Vert. Ces débats-là, aujourd'hui, sont totalement dépassés, largement dépassés. C'est nous qui sommes encore simplement dans la conception jouissive du pouvoir. Le pouvoir, c'est un objet de jouissance. J'en profite avec les miens. Je défends le pouvoir parce que simplement, qu'il faut gagner sama loxo ndabli dougal loxom. Donc, je suis prêt à me battre, à même tuer pour garder justement cela. Ce n'est pas ça. Je dis souvent d'ailleurs, su fekkene dañuy wax deug rek liggéey kenn diko xëccoo. C'est ça la vérité. Mais nous tous, on se met à se battre, à utiliser l'armée, à utiliser les armes parce que nous avons besoin de rester au pouvoir, nous avons besoin de jouir encore du pouvoir et non pas de servir. Moussa Tine, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le président de l'Alliance démocratique Pencho, parti d'opposition. Merci à tous de nous avoir suivis. Abdou est à la technique. Merci à Maggie pour le digital. Restez avec nous. Bonne fin de week-end. Le grand jury, c'est dimanche prochain.